Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce webinaire spécial Le mois du handicap chez SPI. Je suis Yohanna Chemouni, je suis la fondatrice de l'entreprise Diversidé et j'ai le plaisir d'animer aux côtés de vous Arnaud Thiermanche. Vous allez bien ? Oui, bonjour, ça va bien ? Très bien, merci. De vous Sandra Poulain. Bonjour. Bonjour. Et peut-être que vous allez la voir à l'écran, de Lilia Benchaban. Bonjour. Un webinaire donc spécial Le mois du handicap SPI. Et cette année, SPI a fait le choix d'inviter Lilia Benchaban, une humoriste audacieuse qui a signé son spectacle Handicapée méchante. Le ton est donné. Et alors au programme, on vous propose de découvrir un extrait du spectacle qui a été passé en intégralité le 10 octobre dernier au cinéma Le Luxor. Ensuite, on vous retrouvera pour échanger autour de ce spectacle, plus largement de la politique handicap de SPI. Et puis évidemment, vous pourrez poser vos questions à Lilia, qui y répondra avec plaisir. On vous retrouve dans quelques minutes, du coup, après la diffusion de cet extrait. Normalement, il y avait une musique d'entrée de star, mais bon, c'est ok. On peut partir sans ma musique ? Je vois pas, monsieur. Ok, je vais sans ma musique. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Arnaud ? Vous avez l'air d'être un public sympathique, ça me fait vraiment plaisir. Alors Arnaud, il est arrivé, il m'a dit, moi je suis un petit peu une victime, une proie facile, je sais que je vais me faire vanner. Et bah c'est moi qui suis vanner visiblement. Il m'a dit je sais que je vais me faire vanner, je dis ouais avec 10 minutes de retard c'est logique. On te vanner. Et bienvenue, merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir. Alors moi j'aime bien savoir avant de commencer, qui par applaudissement ne me connaît pas du tout ? On est vraiment sur un bon début de carrière, ça marche. Du coup je vais me présenter, moi je m'appelle Lilia Benchaban, enchantée. Merci beaucoup. Merci. Et moi j'ai une petite particularité, je suis malvoyante, j'ai à peu près 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque œil. C'est pas maintenant la blague, hein. D'ailleurs, est-ce que vous êtes chaud pour faire un petit peu de bruit pour être sûr que je sois au bon endroit ? Je pose la question parce que la semaine dernière j'ai joué le premier quart d'heure de mon spectacle et je me disais tiens ce soir ça rigole pas beaucoup. Et c'est après que j'ai réalisé que j'étais encore dans les loges. Vous avez de ma gueule. Alors j'imagine que c'est la première fois de votre vie que vous avez une humoriste handicapée en face de vous. Sauf si vous êtes déjà allé voir Anne Romanoff en spectacle. Un peu une vanne test. Jamais debout, ça compte pas. Après quelques millions, on considère que le bras a repoussé. C'est un petit peu compliqué de vous décrire ce que je vois parce que si vous voulez, je suis pas aveugle, mais je vois pas non plus. Ce qui maintenant que je le dis à haute voix est encore plus con. Et je me dis pour le coup, c'est vraiment dommage parce que pourtant je distingue les formes et les couleurs. Par exemple, quand je vais au musée, je vois le cadre doré, mais je vois pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, ma Joconde, c'est pas votre Joconde. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'après en avoir discuté avec plein de gens, je me rends compte que ma Joconde à moi, elle est vraiment dégueulasse. Apparemment la Joconde c'est le portrait d'une femme, pour moi on est plus sur de l'art abstrait. Hein. Léonard de Vinci ou un peintre en bâtiment, ça fait pas la différence. Vous comprenez pourquoi les musées sont gratuits pour les handicapés. Vous êtes ce genre de public, très bien. Okay. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, récemment je rentrais chez moi et j'avais la musique dans les oreilles. Parce que je sais pas vous, mais moi en général, quand j'écoute la musique en marchant, j'ai toujours tendance à me croire dans un clip et me prendre pour Beyoncé. Alors qu'en fait, comme je suis malvoyante, plus souvent, je me prends des poteaux. Et bref, un jour j'avançais, j'étais déterminée. Et en fait, au loin, j'aperçois une silhouette qui a l'air assez imposante et dangereuse. Du coup, je panique un petit peu. Mais je décide de continuer d'avancer. Parce que je suis une meuf hyper courageuse. On est courageux ou pas aujourd'hui ? Et apprenez à faire demi-tour. Parce que moi, j'ai pas fait. Et en fait, plus j'avance, et avec Beyoncé dans les oreilles, plus je me chauffe. Et à un moment donné, je regarde droit devant moi et je dis vas-y, bouge ou je te défonce. Mais il n'a pas bougé. Forcément, c'était un buisson. Et alors là, vous allez me dire, Lilia, t'as dit que t'étais malade, comment t'as su que c'était un buisson ? Eh déjà, ça pique. Et puis en plus, le truc le plus gênant de l'histoire, c'est qu'il y avait un témoin de cette taille-là. Je sais qu'il était tout petit parce que la voix venait d'en bas. Et tu sais, il m'a dit Madame, mais c'est un buisson. Et moi, j'ai 28 ans. Je suis censée être une adulte responsable. Et je viens d'être prise en flagrant délit, en pleine altercation avec un buisson. Fallait que je me sorte de là.
Du coup, je lui ai dit, t'inquiète petit, je le reconnaissais, cet élève, je vais le niquer. Voilà. Et je vous jure que cette anecdote du buisson, elle est vraie. Et elle m'a fait me rendre compte qu'on a tous des moments de vie marquants dans la vie. Genre le bac, la fac, la première cuite. Pour moi, c'était vraiment le bac, le buisson. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous et moi, on vivait pas du tout dans le même monde. On a la même base, le sol, et c'est tout. Et après ça, les gens osent dire, non mais Lia, c'est pas un handicap que t'as, c'est juste un problème de vue. Eh ben venez, je vous crève les yeux et on verra. Mais pour que vous compreniez bien, moi ma vie c'est un blind test. Il y a 2 biens dans la salle. Moi je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. En général, d'ailleurs, je sais que la mort est imminente quand j'entends casse-toi du milieu, connard. Très accueillant les cyclistes parisiens. Il y a des cyclistes ou pas aujourd'hui? Au vent de lâche. Allez-y les gars, de toute façon il n'y a aucune chance que je vous retrouve, je vous vois pas. Et c'est un peu ça le côté ingrat de mon handicap, c'est que je me prends beaucoup d'insultes parce que mon handicap ne se voit pas, comme moi. Qualité d'écriture exceptionnelle. Hein. En fait, si vous voulez, les gens voient pas mon handicap et moi je vois pas les gens qui voient pas mon handicap. On est sur un concept assez technique. On appelle ça le handicap invisible. Alors la définition elle dit que si techniquement je te dis pas que je le suis, bah tu le sais pas. Et c'est vrai, demande au petit. À ses yeux, je suis tarée, pas handicapée. Mais ceci dit, c'est pas le truc le plus compliqué à porter dans la société niveau regard des gens. Moi j'aime bien ça, parce que selon la situation, je peux choisir d'être ou de ne pas être handicapée. Du coup j'ai un petit peu l'impression de jouer au Uno. Et quand ça m'arrange, je peux sortir une carte contresens. Bon, après, j'abuse pas de mes privilèges de personne en situation de handicap, parce que j'ai quand même un minimum d'éthique. Je les utilise quand il y a d'extrême urgence. Disneyland Paris et les sols chez Zara, par exemple. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on peut me louer à la journée. Ma famille, ils ont de la chance, ils m'ont gratuit. Encore ce matin, ma mère, elle m'a confisqué ma carte d'invalidité pour se garer en prio chez Carrefour. Et je vous jure, à chaque fois qu'elle apprend, elle me dit toujours la même chose. Elle me dit, bah, de toute façon, toi, tu peux pas t'en servir, t'as pas le permis. Et quand je vais me déposer quelque part, elle me dit, bah, prends le bus. Je vous jure que ma mère, elle se gare sur la place prioritaire avec sa voiture bien polluante et elle essaie même pas de mimer un pseudo-handicap. Et le pire, c'est que ma mère est voilée. Moi, je me dis, si ça se trouve, les gens qui votaient RN, c'est juste des gens qui ont vu ma mère se garer sur la place prioritaire. Hein, ils volent le handicap des Français. Je vais vous dire, mais putain, elle est horrible cette dame. Non, elle est juste algérienne, voilà. Et c'est comme ça qu'une maman algérienne rend son enfant indépendant. D'ailleurs, après la maternité, elle m'a pas ramenée à la maison. J'ai pris le bus. J'ai mis 18 ans pour retrouver le turation. Bah, le seul endroit où tu peux pas abuser de ces privilèges, c'est quand tu te retrouves dans une file d'attente exclusivement composée d'handicapés. Bah, va rentrer en compétition avec un méchamment handicapé. Hein. Un gars sur un fauteuil avec de l'oxygène et un mec qui le pousse. Un gars, 17 accessoires. Forcément, moi, quand j'arrive comme ça, tout le monde doute de ce que je raconte. Et je peux comprendre, parce que c'est vrai que je m'exprime plus ou moins bien. Et c'est vrai que physiquement, ça va. J'ai pas l'impression de votre manque de réactivité parce que je sais que physiquement, ça va. Vous avez de la chance, on se voit pas. Enfin, que je vous vois pas, plutôt. Alors, il paraît que quand tu perds un sens, les autres se développent davantage. C'était vrai, mais plus depuis le Covid. Comme moi, vous l'aurez compris, il me manque déjà un sens, la vue. Quand tu perds le goût et l'odorat, même quand t'as plus de narines que de poitrine. Merci. Moi, je mettais des écouteurs, il me restait plus qu'un sens. Je me disais, remarque, si je me fais écraser, au moins, il y aura de la sensation. Et alors, rassurez-vous, parce que j'ai pas que ça comme problème, parce que quand t'es handicapé, c'est cadeau, ça vient en package. Alors, attention, je suis aussi albinos. Ouais, c'est marrant, j'ai la même réaction que vous quand je l'ai su. Alors, un albinos, pour ceux qui savent pas ce que c'est un truc blanc avec des yeux rouges, ok? Attention, albinos, à ne pas confondre avec albatros, d'accord? Non, parce qu'il y en a un qui vole, il y en a un qui se fait voler. C'est pas tout à fait la même chose. J'aime beaucoup cette chose parce qu'elle permet un petit peu d'évaluer le niveau intellectuel du public. Qui en général se divise en deux parties. Il y a ceux qui ont compris la blague, et il y a ceux qui se disent elle est malvoyante et elle peut voler. Non, vraiment pas. Et alors moi je suis très très blanche et mes parents ils sont assez mat de peau aux cheveux bruns. Et il paraît que le jour de ma naissance, ma mère elle a fait ce qu'on appelle un rejet, changement d'ambiance. C'est-à-dire que quand l'infirmière elle lui a dit le truc blanc là-bas c'est votre bébé, ma mère elle a dit ah moi j'ai rien à voir dans l'histoire. L'infirmière lui a dit si madame toutes les preuves sont là, ça sort de vous, on a même la vidéo.
Et du coup, très très vite après ma naissance, les médecins sont venus voir mes parents pour leur expliquer un petit peu ce qui se passait. Bon bah voilà, un albinos, ça voit pas, ça bronze pas, et en général, c'est des lapins, mais pas là. Et je pense qu'ils voulaient les rassurer un petit peu, parce qu'à mon avis, avoir la gueule de ma mère, ils avaient peur que je finisse dans le congélateur. En plus, moi je viens de l'île, tu vois, du coup c'était prévisible. Des livres à la salle. Oui, il y en a. Désolée. Du coup, les médecins, ils ont dit à mes parents, ils ont dit, vous inquiétez pas, nous des albinos qui ont réussi leur vie, on en connaît. Des scientifiques, des médecins, des avocats, c'est faux. Moi, les 2 seuls albinos que je connais qui ont réussi leur vie, il y en a un, c'est le tigre blanc du zoo de Beauval. Et il y en a un, il vient du 9-3, c'est un rappeur, il s'appelle Kalash Criminel. Et il assume tellement pas d'être albinos qu'il porte une cagoule H24. Et il est très très con parce que ça se voit quand même. Alors heureusement, mon papa lui il a pas fait de rejet, il a fait une enquête. Et tu sais finalement ils m'ont gardé, mais moi je me dis est-ce qu'à un moment donné ils ont hésité? Et si oui, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Est-ce qu'à un moment il y en a un qui s'est dit remarque le blanc, ça va avec tout? En vrai, je me mets à la place de mes parents et je comprends leur réaction parce que j'étais le 2e enfant de la famille et c'est vrai que quand t'attends 9 mois et que tu sors un truc comme ça, bah forcément tu te poses des questions. Tu te dis putain si le 2e est comme ça, le 3e ça va être quoi? Eh ben bingo, le 3e n'a pas de jambes. C'est une vanne, c'est une vanne. J'aimerais tellement voir la tête à son spectacle. Il a des jambes mais il est tellement con, il sait pas s'en servir. Et les parents, je les vanne mais je les remercie et je les aime, enfin je les tolère. Et je les remercie parce que je sais que si j'arrive à être sur scène à vous raconter tout ce qui m'arrive, bah, c'est en partie grâce à eux. Parce que mes parents ils m'ont élevé comme un enfant normal. Et du coup moi j'ai vraiment grandi en pensant que tout était possible. Alors là vous allez me dire, waouh, c'est très beau. Moi aussi je trouvais ça beau. Jusqu'à ce que j'aille à l'auto-école. Et que là on m'annonce qu'en tant que malvoyante, mon seul moyen de locomotion, c'est la canne ou le chien aveugle. Alors du coup s'il y a des malvoyants et des aveugles dans la salle, on se voit pas mais on s'entend. C'est le moment de prendre des notes. On arrête avec les chiens d'aveugles. Faites comme moi, prenez des humains. Moi je fais ça avec mes chiennes de copines. La vie de ma mère, rien à dire. Et depuis tout à l'heure, moi je dis que je suis albinos, malvoyante, etc. Il faut pas avoir pitié de moi parce que moi j'assume mon handicap, il m'empêche pas de vivre. D'ailleurs récemment j'ai pris mon indépendance, j'ai pris un appart, voilà, une envie soudaine de donner la moitié de mon salaire à un mec pour qu'il puisse rembourser son prêt immobilier. Vous connaissez? Super. Et aussi parce que j'ai besoin de me retrouver seule. Le problème c'est que très très vite après avoir emménagé, je me suis sentie très très seule. Du coup pour pallier à ma solitude, j'ai décidé de prendre un chat. Le problème c'est que pendant mon absence, mon chat se sentait seul. Du coup j'ai dû prendre un chat pour mon chat. Et avec du recul, j'avoue que 28 ans célibataire avec plein de chats, on se rapprochait dangereusement du lifestyle de Marine Le Pen. Pour le chat et aussi pour le paparazzi, mais pour ça fera l'objet d'un prochain spectacle. Et j'ai galéré à trouver cet appart parce que vous savez, pour louer un appart en France, il faut un CDI et un emploi stable, tout ce que vous ne savez pas, parce que je suis intermittent du spectacle au Pôle emploi. Du coup, un jour, j'ai perdu patience et j'ai décidé de faire une fausse fiche de paye. Donc, vous avez actuellement devant vous, au vieux de mon propriétaire, un analyste financier aux pompes funèbres. À 4 500 par mois, s'il vous plaît. Ne me demandez pas ce que c'est un analyste financier, j'en ai aucune idée. Il y a des analystes financiers dans la salle? Bah ouais, oui. Bien. Parce que je voulais savoir 4 500 c'est ok? C'est votre salaire à baisser ou pas? C'est trop élevé? Oui. Parce que je me suis mis des petites primes. C'est pour ça. C'est un peu trop? Normalement c'est 1000 de moins? Ok, bah 3500 c'est bien déjà. Ah ouais, ça a dosé un analyste financier. J'ai mal choisi mon taf. Ok, ça marche. Et du coup, analyste financier aux pompes funèbres, du coup je sais pas ce que c'est, mais je me dis si un jour il y a un enfant qui regarde ce spectacle, il va se dire waouh, 4500 € par mois. Moi aussi quand je vais aller aux pompes funèbres. T'inquiète pas mon loulou, tu finiras par y aller. Tu rejoindras mamie. Méchant mais drôle. Méchant mais drôle. Alors moi j'assume mon handicap, mais je sens que je l'assume peut-être un petit peu trop parce que j'avoue que des fois je fais des trucs que seuls les gens qui voient peuvent faire. Par exemple, l'année dernière je suis partie au ski. Voilà. Je suis pas restée longtemps. Parce que j'ai percuté une petite fille de 4 ans sur la piste. En même temps, elle est au milieu, cette connasse. J'ai crié « Casse-toi du milieu, connasse !» Mais c'était déjà trop tard, la neige avait changé de couleur. Ça va, rien de grave, j'avais juste le poignet foulé, calmez-vous. Je sais pas, moi, ça va. Mais moi, j'assume mon handicap et m'empêche pas de vivre. Du coup, par applaudissement, j'imagine que tout le monde a un travail dans la salle. Et on a des gens qui kiffent leur job.
rassurée parce que tout le monde a réapplaudi. Ok, ça marche. Du coup, il faut une petite victime pour me parler. Quelqu'un veut me parler de son travail? C'est pas grave, je viens vous chercher, pas parce que je vois pas que je vous entends pas. Ok. Du coup, là, on m'a dit le premier rang, c'est réservé aux gens les plus importants. C'est vous les mieux payés? Monsieur, vous qui m'avez répondu pour l'analyste financier, vous faites quoi, vous? La même chose que lui. Ah, la balance. Il a dit non, c'est pas lui, c'est lui à côté. Ok, du coup, vous faites quoi tous les deux? RH. Ah. C'est bon, les connards de la salle. Très bien. Ok, ça marche. Du coup, directeur des ressources humaines tous les deux? Ok, ça marche. Pourquoi il y a deux directeurs? De quoi? Il y a plusieurs filiales. Sorry. Ok. Du coup, monsieur, vous êtes de quelle filiale? ICS, on fait de l'informatique. D'accord, et à côté? Des réseaux électriques. Des réseaux électriques. Vous avez réfléchi avant de me répondre. C'est un peu inquiétant, si je peux me permettre. Ok, ça marche. Du coup, directeur des ressources humaines, ça embauche, ça vire? Oui. Il a dit, on fait un peu les deux. Et là, récemment, on a viré des gens ou pas? Oula! On a embauché aussi. On a viré d'incompétents? Pas que. On a viré pour les économies? Ah non, ça non. Ah oui, non, d'accord, il y a trop d'oseille. Ok, ça marche. Ok, on a viré pour différentes raisons et hop, on a embauché d'autres gens. Oui, tout à fait. Ok, c'est bien. Non, mais c'est bien, bon, vous assumez, parce qu'en général, les DRH, ils veulent jamais dire qu'ils ont viré des gens. Ok, c'est vous aussi qui fixez les montants des salaires, tout ça? Non, c'est pour les opérationnels. Ils sont où les opérationnels? C'est vous? Et c'est vous qui fixez les montants des salaires? Un peu. Un petit peu, vous appelez comment, monsieur? Yann. Yann, il a dit un petit peu, vraiment avec beaucoup d'humilité. Quelqu'un a une revendication à faire, Yann? Si quelqu'un a besoin d'une augmentation, c'est maintenant. En avril. En avril? Ok, vous avez déjà fait les évaluations annuelles, là? Pas encore. Pas encore? Ok. C'est en début d'année. C'est en début d'année, ok, ça. Et vous pensez que ça va aller? Ou alors il va falloir virer 2-3 personnes? Personne n'a besoin d'une augmentation. Moi, je vous donne une chance inouïe de parler directement à Yann que vous ne reverrez jamais, qui ne répondra jamais à vos mails, qui ne vous recevra jamais, et vous êtes les intimides. Vous regretterez ce jour, mesdames, messieurs, je vous le dis. Ok, ce qui est trop bien, c'est que j'ai vu là, en arrivant dans le public un petit peu, je pensais qu'il allait y avoir que des personnes un petit peu âgées, finalement il y a de la jeunesse. Ouais, c'est bien ce qui, franchement. Les moins de 30 ans applaudissez. Quand même, vous n'êtes pas mélangés aux vieux, c'est fou. C'est que, ok, il y a des moins de 30 ans qui veulent me parler? Vous êtes obligés, sinon je vous jure, je vais vous chercher. On est là, hein. Ouais, c'est ça. Tu t'appelles comment, toi? Je m'appelle Laura. Tu t'appelles Laura, toi, tu fais quoi chez SPI? Je suis responsable technique. T'es responsable, ça va? On est là, hein. Ok. On est là en langage de jeune Yann, ça veut dire ça va pas trop. On est là, c'est... Ok, toi, ça va pas trop au niveau salaire ou au niveau RH? Dis-nous tout. Comment? Et dis-toi, ça va au niveau salaire? Ça peut mieux. Laura, elle ose pas. Ok. C'est quoi il consiste en quoi ton travail exactement, Laura? Ouais, vas-y. Parce que déjà, si je te montre ton poste, tu fais... Ça, c'est mauvais pour l'évaluation, Laura. Mauvais, c'est mauvais. C'est dans l'informatique, on configure les équipements informatiques. Ouais, t'as l'air passionné, c'est fou. C'était ton job de rêve, Laura? Ouais. Laura, sache que tu mens très mal. Vraiment, je ne te vois pas, mais je t'entends et tu mens très très mal. Ok. Laura, t'es assise à côté de qui? Christelle et Hélène. Hélène, ok. Christelle et Hélène. Hélène, on fait quoi chez SPI? Assistante de direction. Ok, sorry. Sur quel site? Specialty Networks. Ok, mais genre dans quelle ville? À Paris? Sergi. Sergi, ok, ça marche. Ça se passe bien? Oui, très bien. Ton directeur, il est sympa? Très sympa. Il est pas là? Oui, mais très sympa. Okay. En général, les gens qui répètent 2 fois les choses, c'est vraiment qu'on insiste sur le mensonge, c'est bien aussi. En tout cas, vous avez une qualité, c'est que vous mentez tous très très bien. Ok, ça marche. Ok, vous pensez que qui a le meilleur poste là chez SPI? Bon, à part Arnaud, je veux dire. Vous savez pas? Ok, ça marche. C'est marrant, vous êtes semi-heureux. On sait pas trop. Vous avez une façon différente d'exprimer vos émotions quand il y a les N+1 dans la salle. Ok. Et ben vous la pétez pas trop pour votre travail parce que je sais que moi aussi je travaille. Moi je suis payée pour être handicapée. Voilà. Payée par qui?
Nous. Non, pardon. C'est marrant, ça rigole moins d'un coin. Le projet, c'est cotiser plus pour que je gagne plus, voilà. Du coup, aujourd'hui, vous êtes tous mes sugar daddy et mes sugar mommy. Alors, je ne donnerai pas la somme exacte parce que j'ai pas envie de me faire agresser à la sortie. Mais franchement, ça va. Dernier petit achat, petite Apple Watch. Elle est belle, hein? Merci beaucoup. Parce qu'à la base, je portais une Rolex mais je voyais pas les aiguilles. C'est marrant parce que je sens que quand je fais cette vanne, on a un petit peu une manière en tir. Du coup, si ça peut vous rassurer, on peut tous considérer qu'on a une Rolex. C'est juste que c'est Arnaud et moi qui la portons. Et d'ailleurs, les handicapés m'aiment pas beaucoup parce que j'étais l'une des premières à prospérer sur mon handicap. Et vous m'aimez pas beaucoup parce que je porte une Rolex. Du coup, j'ai les valides et les invalides à dos. Ça commence à faire beaucoup. Donc, si ça peut vous rassurer, sachez que j'ai déjà eu un vrai travail. Mon premier job, d'ailleurs, c'était babysitter. Non, c'est pas une vanne. Moi, je suis quelqu'un d'assez intelligent et pragmatique. Du coup, pendant l'entretien d'embauche, j'ai pas eu gêne nécessaire de préciser qu'ici ça fonctionnait pas. Très très simple. Pour que les enfants m'écoutent, je leur ai dit que si j'étais aussi blanche avec les yeux aussi rouges, bah, c'est parce que j'étais un Pokémon. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Et j'ai tenu à peu près 1 mois et demi. Malheureusement, j'ai fait une petite erreur. C'est qu'un jour, on est parti au parc. Et je suis rentrée avec les mauvais enfants. Alors, je sais ce que vous allez me dire, exactement ce que m'a dit la police quand ils m'ont arrêté pour kidnapping. Madame, c'est complètement inconscient. J'entends. Mais en même temps, les gars, on parle d'enfants entre 0 et 3 ans. Qui, en 2025, est assez con pour s'attacher après 3 ans de relation, sérieux? Moi, maintenant, je sais, maintenant, je dis plus que je suis une personne en situation de handicap, je laisse les gens le découvrir. Surprise, motherfucker! C'est comme ça que j'arrive aux entretiens. Maintenant, je le dis plus parce que j'ai eu plein de mauvaises expériences. Un jour, je me souviens, je passais un entretien et tout se passait hyper bien. Il y avait vraiment un feeling entre la dame et moi. Et vous savez, en général, à la fin d'un entretien d'embauche, on vous pose toujours la même question. On vous dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et moi, je vous avoue, à ce moment-là, j'ai dû faire un petit brainstorming avec moi-même. Je me suis dit, je dis à la dame que je suis malvoyante, je lui dis pas. Et finalement, je lui ai dit, et je vous avoue qu'elle n'a pas eu la réaction attendue. Elle m'a dit, ah! Vous savez, le A de Denis Brognard. Alors du coup, j'ai pas eu le job, alors que pourtant j'emplissais vraiment toutes les caractéristiques recherchées. Et je me dis, pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que moniteur d'auto-école, bah, c'est vraiment le rêve de ma vie, tu vois. Alors on fait des vannes, mais on le sait. On sait que choisir d'embaucher une personne valide au détriment d'une personne invalide, ça porte un nom. Ça s'appelle le bon sens, évidemment. Et pendant très longtemps, les entreprises, elles ont préféré payer une amende plutôt que de taper un handicapé dans le service. Mais en ce moment, c'est en train de changer. Parce qu'en ce moment, être handicapé, c'est trop à la mode. Et cette volonté de nous intégrer à la société. On appelle ça l'inclusion. Alors moi, je salue le projet. Juste, si je peux me permettre, il y en a qui poussent le projet un peu loin. Je sais pas si vous connaissez le Café Joyeux. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Café Joyeux, en fait, c'est une chaîne de café-restaurant qui a pour particularité d'embaucher en grande majorité des personnes en situation de handicap mental. Encore une fois, je salue le projet. J'irai pas manger là-bas, mais je salue le projet. Et du coup, moi, quand j'ai lu l'article sur le Café Joyeux, je me suis dit, bingo, avec mon charisme et mon niveau d'études, je passe l'entretien, demain je suis PDG. J'ai passé l'entretien, et j'ai eu un A, mais pas celui de Denis. En fait, comme le mec des ressources humaines était triso, je crois. Je lui ai dit, alors j'ai le job. Il m'a répondu, je veux faire caca. Du coup, je sais pas si j'ai le job, et je sais pas s'il a fait caca. Voilà. Un petit peu les limites de l'inclusion. Elle est très très risquée cette blague. Hein. Parce que si elle est mal jouée, elle passe très très mal. Voilà. Du coup, ne trouvant pas de travail, c'est comme ça que tout naturellement, je me suis tournée vers l'humour. Et quand j'ai commencé à faire des blagues, j'ai discuté avec plein de gens. Et un jour, j'ai rencontré une directrice de théâtre qui m'a dit, vas-y, fonce Lilia, moi je t'encourage à faire des blagues sur ton handicap. Et du coup, elle m'a dit, tiens, une liste d'humoristes handicapés, inspire-toi. Un peu connasse la meuf. Mais moi, je suis très pro. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que les autres faisaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Lilia, bingo. Parce qu'avec les maladies de ouf qu'ils ont les gens sur la liste, dans 6 mois ou 1 an, ils financent et je récupère le monopole de l'humour chez les handicapés. Pas hyper intelligent, sérieux. C'est invitation à écouter, monsieur. C'est invitation à écouter. Merci beaucoup d'avoir écouté, mais je m'appelle Lilia Ben-Chaban. Merci beaucoup. Eh
bien, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir Lilia Benchaban. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le ton est donné. Et justement, peut-être avant d'accueillir vos questions, je me tourne vers vous, Arnaud. Fallait de l'audace pour solliciter Lilia et son spectacle titré Handicapée méchante pour aborder ce nouveau mois du handicap chez SPI. Oui, alors, fallait de l'audace, je sais pas. En tout cas, c'est un beau spectacle. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir en partie là, à l'écran également. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui sont à l'origine finalement de cette idée de mettre ce spectacle à l'ordre du jour de la journée handicap de SPI. C'est plutôt le comité handicap qui a fait cette proposition. C'est notamment Sylvie de Almeida et Barbara Perrault qui ont fait cette proposition. Et moi, je trouve que c'était une super idée. Ça change de ce qu'on voit habituellement. Et puis, on voit aussi que par l'humour, souvent, on arrive à faire passer beaucoup de choses. Et on le voit bien au travers de spectacles, avec des derniers messages qui sont passés. Et ça, je pense que c'est aussi une force pour vulgariser, d'une certaine façon, le discours qu'on peut avoir autour du handicap, pour le rendre plus accessible à tous, dans un environnement en plus professionnel, où c'est parfois pas facile d'en parler. Et puis moi, j'aimerais rappeler quand même que SPI est engagé depuis très longtemps sur le sujet du handicap. Alors, je le dis tous les ans, lorsqu'on intervient sur cette thématique-là, mais c'est un sujet vraiment qui nous porte à cœur depuis de nombreuses années. Juste pour redonner un chiffre, aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont déclaré une situation de handicap chez SPI, c'est à peu près 800 personnes, quasiment 800 personnes au niveau de SPI en France. Donc, c'est pas négligeable. Donc, c'est pas un épiphénomène qu'on a quelque part dans l'entreprise. Quand on sait qu'on a à peu près 300 implantations SPI en France, voilà, ça veut dire que quasiment partout chez SPI, dans toutes nos implantations, on a des personnes qui vivent des situations de handicap et on a un rôle à jouer dans la bonne intégration de ces personnes-là, dans la préservation aussi de leur carrière dans la durée. Et on a un rôle aussi à jouer pour identifier au plus tôt des situations de handicap chez nos collègues, pour aussi leur permettre de sécuriser, encore une fois, leur parcours de carrière, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui nous porte à cœur. C'est pour ça aussi qu'on a un comité handicap qui anime cette démarche, qui est avec des relais dans chacune des filiales. C'est un comité qui est très dynamique, qui est porteur de beaucoup de bonnes idées, qui est intervenu encore récemment en comité de direction pour proposer des actions concrètes à mettre en place dans l'ensemble des périmètres. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, je trouve, pour la démarche. Et encore une fois, pour revenir au spectacle, on a tous passé, c'est ce que je disais juste avant qu'on démarre la séquence, on a tous passé un super moment pour les gens qui étaient présents, alors qui venaient pour partie de la région parisienne, mais pas que. On avait des gens qui venaient de partout en France pour ce spectacle. Et je crois que ça nous a fait un moment d'une bouffée d'oxygène, un moment un peu hors du temps pour participer à cet événement. Et vraiment, je remercie encore une fois Lilia pour avoir joué le jeu de réaliser ce spectacle et cet extrait de spectacle devant nous, parce que c'était extrêmement enrichissant pour l'ensemble des personnes qui ont été présentes, qui ont passé un super moment en sa compagnie. C'est vrai. Merci beaucoup Arnaud. Et j'espère que derrière vos écrans, vous avez ressenti cette énergie justement qu'il y avait au cinéma de Luxor le 10 octobre. Alors c'est vrai que parler du handicap, déjà c'est un exercice pédagogique, et puis choisir l'humour, choisir de varier aussi les registres, c'est aussi une façon de continuer à animer le sujet. C'est plus de 12 ans d'engagement chez SPI, avec des chiffres et des histoires aussi sur tout le territoire français. De votre côté, Sandra, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant cette démarche ? En fait, ce qui était important pour nous, c'était de parler du handicap invisible, parce que le handicap invisible, c'est 80% des handicaps. Puis c'est pas un sujet qui est forcément facile à aborder, parce que par définition pas visible. Et donc Arnaud le disait, le comité handicap nous a fait cette proposition un peu disruptive pour se dire comment on peut aborder ce sujet. Et on voulait en tout cas y accorder vraiment un temps dédié pour qu'on puisse le mettre en avant, puisque c'est vraiment un sujet important. Un autre chiffre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, plus de 85% des handicaps se déclarent après l'âge de 16 ans et tout au long de la vie. Et ce qui met vraiment, de mon point de vue, en avant le rôle important que l'entreprise doit avoir dans l'accompagnement et dans le maintien de l'emploi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Et justement, je me tourne vers toi, Lilia. Donc Lilia, je le précise, qui est à distance puisqu'elle prépare un bébé pour Noël. Voilà, c'est un cadeau tout à fait charmant. Lilia, je pense que c'est une question qu'on doit te poser souvent, mais tu fais le choix de faire de l'humour sur ton handicap, mais sur le handicap en général. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a motivé, et puis peut-être même le clin d'œil de ce titre, Handicapée méchante?
Alors, ce qui m'a motivée, je pense que c'est l'acceptation, parce que c'est dur d'accepter son handicap. Moi, je suis née avec, pour le coup, donc je connais pas mieux, je connais pas moins bien, mais ça a été difficile pour moi pendant beaucoup d'années d'aller à l'école et de subir, entre guillemets, les moqueries, les mises de côté, les questions un peu gênantes, etc. Donc, l'humour, ça a été vraiment une façon de me libérer et de me dire, OK, si j'ai essayé de prendre le sujet en étant plus chill, pardon pour le vocabulaire, mais plus genre vraiment dédramatiser la situation et me dire peut-être que c'est pas si dramatique d'être en situation de handicap au fond, et de toute façon tu peux rien faire parce que ton handicap il sera là toute ta vie. Voilà, il n'y a pas de solution pour l'instant miracle pour le faire disparaître. Donc ouais, c'était vraiment une façon de l'accepter, et l'humour m'a beaucoup aidée parce que ça me permettait d'échanger entre guillemets avec les gens sans me prendre au sérieux et sans que les gens me prennent, sans que les gens aient pitié, parce que j'ai vraiment horreur de ça. Et donc de fil en aiguille, mes premières vannes, elles ont commencé au lycée, devant mes camarades de classe pour détendre l'atmosphère, et puis petit à petit sur scène, en comédie club, et au final dans le spectacle Handicap et méchante. Et alors pourquoi Handicap et méchante? Pour remplir des salles déjà, parce que le nom est aguicheur. Et aussi parce que j'avais envie d'avoir l'opportunité de parler sans tabou. Et je me suis dit, si le titre prévient les gens, ils pourront pas dire oui, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi grinçant, aussi touchy, etc. Et pour le coup, la plupart du temps, les gens sont très contents de cet humour-là parce que ça les secoue un peu. Et ils me disent même des fois, tu devrais aller encore plus loin. Ah. Et justement, on dirait que vous n'avez pas encore configuré. Okay. Pardon, il y a Cyril qui s'est activé en même temps. Les aléas du direct. Désolée. Lilia, justement, forte de ce parcours, moi j'ai eu l'occasion de te voir jouer, que ce soit auprès du public, on va dire particulier, comme auprès de public entreprise. Est-ce que justement, toi, tu vois une évolution depuis que tu joues ce spectacle, dans les réactions, dans les interactions, parce qu'il y a beaucoup d'interactions directes avec ton public? Alors, je vois beaucoup d'évolution dans la façon de réagir, parce qu'effectivement, les gens maintenant sont friands de cet humour qui dit, voilà, on peut rire de tout et on n'est pas obligé de se censurer. Et je suis vraiment contente de me dire qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de jouer mon spectacle dans des entreprises comme chez SPI, par exemple, ou dans d'autres. Parce que pour le coup, vous n'avez pas peur qu'on soit là, que je sois là avec un humour qui, je vais pas dire politiquement incorrect, mais en tout cas qui secoue un peu les gens. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je pense que dans des entreprises, c'était un peu compliqué d'arriver avec ces sujets-là et avec ces blagues-là. Donc ouais, il y a une très bonne évolution, et je trouve ça cool parce que même pour les salariés, le fait d'être sensibilisé d'une autre manière, c'est tout aussi bien, je pense. Alors, j'ai encore une question pour toi, Lilia. Si, et je vais en avoir pas mal, si justement les personnes qui nous écoutent, ont découvert et on rit à ton humour, si on devait leur passer un message, un peu la phrase qui tue, la phrase qu'on veut plus entendre quand on parle de handicap ou de handicap invisible. Franchement, c'est une question difficile parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, mais je dirais que ce qu'on veut plus entendre, c'est vraiment que le handicap, c'est forcément visible. Je pense que c'est vraiment... moi, ça a été un combat dans ma vie parce que j'ai l'impression que... Enfin, j'ai eu beaucoup l'impression, et je l'ai encore aujourd'hui, parce que ça m'arrive parfois d'être confrontée à ça. J'ai l'impression que quand on est handicapé, on doit être forcément misérable, en fait. On peut pas être... on peut pas porter une paire de baskets stylées, on peut pas être bien habillé, on peut pas... Voilà, parce qu'on a l'impression que dans la tête des gens, le handicap rime avec fauteuil roulant, rime avec accessoires, rime avec pitié. Et donc forcément, on peut pas être les deux à la fois, en fait. Alors que le handicap invisible, croyez-moi, pour certaines pathologies, même si la personne d'extérieur, elle paraît très... elle paraît très bien, peut-être qu'à l'intérieur, elle souffre énormément et vous le saurez jamais, quoi. Du coup, je me permets de me tourner vers vous, Arnaud et Sandra. Comment on fait pour faire cette bascule, justement, dans l'entreprise, entre l'invisibilité et puis peut-être quelqu'un qui compense tellement qu'on ne perçoit rien, y compris dans sa performance, et le déclencheur pour libérer la parole et rappeler que l'employeur, il est là aussi pour accompagner?
c'est un vrai sujet qu'on évoque. Et moi, si je fais un peu des parallèles entre ce que dit Lilia et ce que je perçois dans le fonctionnement de l'entreprise, Lilia, vous parlez de pitié, du fait que vous n'acceptez pas quelque part que les gens, et je comprends tout à fait ça d'ailleurs, que les gens aient pitié, entre guillemets, d'une forme de handicap. Ce qu'on voit aussi dans l'entreprise, et notamment sur le handicap invisible, c'est que beaucoup de gens n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur, soit que ça génère cette forme de pitié aussi, soit que ça génère des comportements discriminants de la part de l'environnement de travail, on va dire, alors que ce soit l'entreprise, collègues ou autres. Et ça, aujourd'hui, c'est des sujets culturels sur lesquels on a clairement une responsabilité, une capacité à agir en tant qu'entreprise. Et c'est pour ça que face au handicap, il y a des solutions qui sont individualisées et qui sont en lien avec le handicap même de la personne et sur lequel l'entreprise peut aussi mener des actions d'adaptation du poste de travail ou d'adaptation diverses et variées. Et on a des situations, moi j'avais un cas concret dont j'avais déjà parlé, d'une personne qui avait vécu une situation de handicap, qui est un handicap invisible d'ailleurs, sur des crises d'épilepsie importantes. Et finalement, l'entreprise l'a aidé à résoudre ce problème en adaptant ses moyens de transport, etc., et en l'aidant sur ces sujets-là. Et on a vraiment contribué à son maintien au poste de travail et à sa performance dans l'environnement professionnel. Donc on a à la fois cette capacité à agir concrètement sur des sujets très, très matériels, j'ai envie de dire, mais en même temps, on a un vrai rôle à jouer dans la communication, dans le fait d'affirmer et de faire comprendre aux gens que l'entreprise adoptera les bons comportements vis-à-vis de ses collaborateurs-là et que ça ne sera jamais un sujet qui conduira à de la discrimination d'une part et que ça sera non plus pas un sujet qui doit conduire à l'expression d'une pitié ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est dans l'entreprise, chacun exprime sa performance différemment et une personne en situation de handicap a tout à fait la capacité à contribuer à la performance d'une entreprise, je crois. Et ça, c'est important de le rappeler tous les jours, quoi. Et puis vous en faites la preuve parce que c'est déjà une réalité au sein et c'est déjà une réalité chez SPI, exactement. Mais combien de fois, moi, j'ai vu des gens qui refusaient de déclarer un handicap en se disant, mais si je le fais, ma carrière, elle est foutue. Et ça, on l'entend encore aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on l'entend encore aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, et ça, je crois que c'est vraiment, on a une responsabilité forte au niveau de l'entreprise pour lutter déjà contre d'éventuels comportements qui pourraient aller dans ce sens, et en tout cas pour s'assurer que ça n'existe pas chez SPI. Ouais. À un moment, du coup, dans le spectacle, Lilia décrit le brainstorming avec elle-même, et justement, en rebond avec ce que vous nous dites, Arnaud, ça fait aussi écho à une réalité en matière d'emploi et de handicap, des personnes qui sont déjà salariées de SPI et qui effectivement ont besoin d'entendre ce type de message pour se rassurer et franchir le cap. Et puis, Sandra, on a des candidats, des personnes qui postulent et qui font pas toujours mention du handicap sur le CV et qui doivent, comme Lilia le raconte si bien, brainstormer avec eux-mêmes et se dire j'en parle ou j'en parle pas. Comment on fait pour que là aussi, dès finalement le premier contact avec SPI, ces messages soient adressés et que les candidats sachent qu'ils peuvent tout à fait exprimer ce dont ils ont besoin pour bien travailler? Alors pour moi, il y a deux choses clés en fait. La première, c'est de globalement libérer la parole dans l'organisation. Alors c'est facile à dire, mais ça prend du temps et c'est toutes les actions de sensibilisation, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, les témoignages qu'on peut avoir qui vont permettre d'infuser progressivement dans l'ensemble de notre organisation le fait que ce sujet est un sujet qui n'est pas tabou. Comme le disait Arnaud, qu'on peut en parler sans que ça prête à conséquence, bien au contraire. Alors on a communiqué, nous, de façon déjà assez large sur certains outils, sur la RQTH par exemple, qui permet d'officialiser une situation et puis de se faire accompagner. Donc ça, pour moi, c'est un premier vecteur, c'est de libérer la parole globalement dans l'organisation. Et puis, pour qu'un candidat se sente à l'aise, c'est sensibiliser nos recruteurs à cette dimension-là et à savoir peut-être capter dans l'échange des signes qui font que on peut mettre la personne à l'aise. Alors c'est toujours délicat parce que dans un entretien de recrutement, il y a des choses que vous pouvez demander, des choses que vous ne pouvez pas demander. Mais néanmoins, je pense qu'il y a moyen de trouver un cadre dans lequel on peut suffisamment mettre la personne à l'aise. Alors ça peut être par exemple en illustrant ce qu'on fait en matière de handicap au moment de l'entretien.
Exactement. Donc ça permet de se sentir à l'aise et de se dire je vais rejoindre une organisation dans laquelle le sujet n'est pas tabou. En plus, ils font un certain nombre de choses, de l'illustrer par des exemples, par exemple. Donc ça permet de ne pas poser la question, mais de montrer que l'environnement est bienveillant sur le sujet. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dans l'organisation, mais aussi dans la manière dont on peut approcher nos candidats. Mais tout ça prend du temps. Mais je crois beaucoup, en fait, à la capitalisation, on va dire, sur les réussites. Disons, plus on en parlera, plus on sera en capacité de montrer des exemples de situations qui réussissent, plus on sera en capacité de convaincre assez naturellement le collectif que, à la fois, c'est une volonté de l'entreprise et que ça fonctionne. Ouais, complètement. C'est l'idée que l'inclusion, ça se décrète pas. Exactement. Mais ça se vit. Et puis, plus on le vit, et plus on est rassuré à aller au-devant des singularités, parce que, effectivement, le handicap est un sujet pluriel. J'ai une question qui arrive sur le chat pour Sandra Arnaud, et je ferai une petite ouverture vers toi, Lilia. Quel levier pouvons-nous activer pour sensibiliser efficacement les collaborateurs au handicap et encourager une culture plus inclusive ? C'est un peu ce qu'on disait, je pense que la question elle est très large. Bon, déjà, je pense qu'un des enjeux qu'on a, c'est aussi de mieux faire identifier au sein des différentes filiales les référents handicap qui existent dans les différents périmètres, qui sont des personnes qui font ça, entre guillemets, sous forme de bénévolat, c'est-à-dire en plus de leur travail au quotidien, donc il faut aussi en être conscient, c'est pas des personnes qui sont dédiées à temps plein à cette fonction, mais qui ont vraiment un rôle de passage de l'information, d'identification des sources de frein, etc., et qui peuvent aussi être vraiment contributeurs, par exemple, s'ils détectent que sur tel ou tel environnement, le sujet est méconnu, mal compris, de proposer au management d'organiser une réunion d'1 heure, par exemple, dans les bureaux, tout simplement, ou sur le terrain, ou peu importe, pour parler de handicap avec les équipes et bien expliquer ce que c'est qu'une RQTH, par exemple, comment elle peut se mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des solutions très concrètes qui doivent se faire en grande proximité avec nos équipes et qui ne doivent pas se décréter depuis tout en haut pour redescendre de façon homogène partout. Je pense que le niveau d'appropriation du sujet peut être différent d'un site à l'autre. Je le disais tout à l'heure, on a plus de 300 implantations en France. Des implantations, on a plusieurs personnes en situation de handicap et quand on vit au quotidien entre collègues avec des gens qui ont un handicap, alors visible ou invisible, mais connu, forcément le sujet est beaucoup moins tabou et ça devient plus un problème, j'ai envie de dire, dans le quotidien de tout le monde. Des endroits où les gens ont moins l'habitude d'être confrontés, entre guillemets, à des situations de handicap. Ils peuvent parfois ne pas savoir toujours comment bien réagir face à ça et c'est là qu'il faut y passer plus de temps, y mettre plus d'énergie aussi pour faciliter le bon fonctionnement dans l'entreprise, quoi. Voilà, donc je crois qu'il y a des cas par cas qui doivent s'adapter, mais encore une fois, les référents handicap qui émanent du comité qui a été mis en place ont aussi ce rôle à jouer pour être facilitateurs, j'ai envie de dire, dans des actions très concrètes, je reviens à ça, très concrètes qui doivent se mettre en place au plus près du terrain pour sensibiliser au mieux les équipes. De la pédagogie, du bon sens, et de l'accompagnement. Voilà, du pragmatisme, tout ça, c'est des choses importantes autour du sujet du handicap. Les témoignages aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. Vrai, Je crois beaucoup aux témoignages et on a enregistré un webcast avec Salima d'ICS que je salue si elle est connectée. Et en fait, on avait enregistré ce webcast en se disant que ça ferait sans doute plus sens que quelqu'un nous raconte son expérience par rapport au handicap plutôt que de simplement expliquer ce qu'on peut faire par ailleurs. Et donc, on avait tourné cette vidéo avec Salima qui, en fait, expliquait ses réticences à évoquer son handicap, ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a pris le courage d'en parler et ce que ça a changé pour elle. Et en fait, je crois vraiment que plus on arrivera à mettre en avant des témoignages comme le sien de personnes qui ont osé et pour lesquelles ça a changé quelque chose, on arrivera à créer, on va dire, ce socle aussi de confiance qui fait que, oui, ça a marché pour elle, donc j'ose me déclarer aussi parce que je vois que concrètement, ça change quelque chose. Ouais. Des exemples concrets. Les exemples. Et on en a. Ok, merci beaucoup. Lilia, j'ai une question qui fait un peu rebond. Si tu n'avais pas choisi la voie du stand-up, vers quel métier tu serais orientée? Et donc que j'élargis un peu aussi le genre d'entreprise auquel tu aurais été sensible. Il y a Sandra qui souffle DRH. C'est bien, on embauche beaucoup. Les RH, financier, alors franchement, j'aurais pas forcément été DRH, mais en fait, à la base, moi, j'ai fait un master en économie pour devenir chef de projet.
dans le public et le privé. Donc ouais, je pense que Ouais, mais dans le spectacle, vous nous avez avoué que vous avez triché à mort pour la voir. Ouais, mais c'est OK. C'est OK. C'est quand même validé. Du coup, je crois que j'ai vérifié, on peut plus me l'enlever. D'accord. Du coup, c'est Bon, OK. ça va alors. Ça m'appartient. Mais ouais, je pense que j'aurais fait un métier dans les RSE, ouais, quelque chose qui a un lien avec mon expérience. Et je pense que si j'avais pu aider... Alors c'est bizarre parce que du coup, je sais pas si par le biais de l'humour, je me serais assumée et acceptée comme je le suis maintenant. Du coup, un peu compliqué de se projeter, mais je pense que ouais, j'aurais fait quelque chose dans la RSE. Et du coup, Très bien. on se projette évidemment, mais en tant que candidate, ça aurait été quoi tes points d'attention à toi pour choisir une entreprise qui corresponde avec tes valeurs, tes points d'attention? Pour le coup, pour avoir passé des entretiens d'embauche dans le cadre de stages avant de vraiment arrêter définitivement, je sais que, comme le disait Sandra tout à l'heure, en fait, quand tu passes un entretien d'embauche et que tu sens que le tabou est déjà levé, il y a déjà, tu te sens, en tant que personne handicapée, beaucoup plus légère et tu te dis, OK, bon, bah, déjà, il y a cette étape de franchie où j'ai pas besoin de tâter le terrain pour savoir si je peux parler de mon handicap ou pas. Et je pense que ça fait énormément, ça pèse énormément dans la balance pour choisir ton entreprise parce qu'en fait, pour moi, développer ses compétences à 100%, c'est pouvoir le faire dans un endroit où on nous permet de le faire. Et c'est vrai que quand on postule quelque part et qu'on sent qu'on est plus une charge ou alors juste un quota et que c'est beaucoup de social washing plus qu'autre chose, bah en fait, on n'a pas envie d'être là. Alors, je sais qu'aujourd'hui, de par ce que j'entends autour de moi, c'est tellement compliqué de trouver un job que la plupart des gens, ils se contentent, entre guillemets, de ce qu'on leur propose. Mais c'est vrai que si on a le choix du roi, effectivement, ouais, on va aller vers l'entreprise qui nous accueille le mieux, en fait. Mais je pense que ça marche pour un candidat en situation de handicap Bien ou pas, sûr. en fait. Bien sûr. Le premier contact, c'est le plus important, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Le premier contact, et puis effectivement, pour rebondir sur ce que disait Sandra, la preuve en fait, les exemples, Ouais, les exactement. trajectoires. J'ai une autre question pour toi, Lilia, mais là plus d'ordre personnel avec des guillemets. Quelles sont vos attentes auprès de votre entourage pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions pour se sentir bien? Ah, en tant que personne handicapée? Ouais, en tant que toi. Alors moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment d'attente de la part de mon entourage. En fait, mon entourage se comporte comme mon entourage en fait, c'est-à-dire comme une famille, des amis. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont là et quand ils ont besoin de moi, je suis là à la hauteur de ce que je peux faire pour eux. Donc ouais, j'ai pas d'attente particulière. Je m'attends pas à ce que mon entourage m'assiste. C'est vraiment pas le but. Et j'ai eu vraiment la chance, je le disais, je me souviens plus si on l'a eu dans l'extrait de spectacle, mais j'ai vraiment eu la chance d'être élevée par des parents qui ont jamais fait de différence entre moi et mes frères et sœurs. Ce qui fait que même en étant la seule handicapée de la fratrie, j'ai pas été couvée et j'ai pas été délaissée non plus. Donc j'ai grandi dans ce juste milieu qui fait que quand j'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide. Et quand j'en veux pas, j'en veux pas. Et encore une fois, ça, c'est beaucoup aussi une question de maturité parce que pendant très longtemps, j'ai été dans le déni de ce qui m'arrivait. Donc, je refusais catégoriquement qu'on m'aide. Ça passe par l'aide à l'école, l'auxiliaire de vie assise à côté de moi. Je voulais pas du tout. Donc, la pauvre, elle était au fond de la classe. Je la voulais pas, vraiment pas à côté de moi. Et je refusais vraiment tout ce qu'on pouvait m'apporter pour me faciliter la vie. Et je me disais, non, je suis comme tout le monde, je vais me débrouiller, etc. Et il n'y a qu'avec le temps en grandissant, je me dis, ouais, facilite-toi la vie. Quand t'es perdu dans le métro, et ben, demande au chemin De l'aide. à une personne de la RATP, c'est son travail. Quand je sais pas, quand t'as besoin d'aide, quand tu vois pas. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de confiance, d'être vulnérable et dire, bah, ça, comme je suis handicapée, comme je vois pas, je peux pas le faire. Est-ce que tu peux le faire? C'est dur, en fait. Ouais. C'est toujours assez étonnant que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, l'enjeu autour du dialogue finalement. Ça paraît simple que de le dire, si j'ai besoin d'aide, il faut que j'en demande, mais en fait cette démarche, elle est engageante. Hein. Je pense que c'est vraiment une question et une relation de confiance parce que ce soit d'un point de vue pro ou perso, en fait, on sait que le handicap, je ne veux pas dire que c'est une faiblesse, mais en fait, ça fait partie de nos points un peu faibles. Et du coup, moi, personnellement, il m'a fallu du temps, effectivement, pour
pour aller chercher l'aide dont j'avais vraiment besoin. Et pendant très longtemps, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs de moi à la radio, avec un texte dans les mains, je voyais même pas ce que... J'étais incapable de lire ma chronique, mais je voulais tellement pas que ce soit imprimé en plus gros, pour pas déranger, que du coup, je devinais en fait ce qu'il y avait sur ma feuille. Oui, on peut en rire après, mais ça doit être des moments de solitude. Oui, tout à fait. Alors, justement, j'avais une question qui a disparu, mais je m'en souviens, demandant si tu étais encore étudiante. Donc, non, Liliane n'est plus étudiante, mais de quels aménagements est-ce que tu avais besoin à l'époque ? Alors, à l'époque, comme du coup, je suis malvoyante, moi, j'avais besoin d'aménagements d'impression en grand caractère. Après, je crois que j'ai eu un tiers-temps et une personne qui m'assistait pendant les examens. Et je crois que c'est tout. Et dans le cadre des études, il a surtout fallu beaucoup d'énergie, puisque tout à l'heure, on parlait de triche. J'ai pas triché pour rien. Si j'ai triché, c'est parce que parfois, les aménagements, ils étaient pas mis en place, ou alors on considérait que j'exagérais et que je mentais un petit peu. Donc, les aménagements n'ayant pas été mis en place, moi, je voulais pas redoubler pour X ou Y raison. Et j'avais l'impression de ce sentiment d'injustice. Donc, je me suis dit, si c'est injuste de leur côté, ça va être injuste du mien. On va rétablir. Exactement. On va rétablir la justice. Quelqu'un de très utile. Donc, voilà, je ne vous conseille pas. Si jamais vous êtes encore étudiant, on ne sait jamais. Hein, mais voilà. Sandra, j'ai une question vous concernant. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de faire des interviews, des entretiens RH réguliers avec les salariés en situation de handicap ? Ah oui, je pense que tout ce qui peut contribuer, en tout cas, à montrer qu'on s'intéresse et à améliorer concrètement le suivi est important. Après, je pense qu'il faut trouver aussi un bon équilibre, puisqu'on a beaucoup parlé de la volonté de pas être différent, entre guillemets. Je pense qu'il ne faut pas basculer non plus dans quelque chose qui pourrait ressembler un peu à de la stigmatisation. Donc, il faut aussi que ça corresponde à un besoin et à une demande. Je pense qu'il y a voilà, on reparle de dialogue, mais s'il y a un besoin qui s'exprime, il faut évidemment y donner un écho. Et puis à nous aussi d'être proactifs sur le sujet pour savoir si tout se passe bien, s'il y a besoin de choses complémentaires, etc. Mais de manière naturelle, j'ai envie de dire. Sans stigmatiser. Sans stigmatiser, oui. D'accord. Et alors, justement, on nous demande quel accompagnement concret est-il prévu ? J'imagine que dans cette question, évidemment, est induite le côté très individualisé. Il n'y a pas un accompagnement universel qui concernerait tout le monde, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est vraiment dépendant de la situation de chacun, parce que quand on a un handicap physique, forcément, l'accompagnement n'est pas le même en termes d'aménagement de poste que quand on a un handicap invisible. Donc, c'est très difficile, je dirais, de définir de manière précise. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on communique largement dans l'organisation. Je faisais référence au webcast sur la RQTH pour pouvoir justement identifier les personnes qui ont des besoins et pouvoir les accompagner au mieux, que ce soit par un aménagement matériel, que ce soit par un aménagement du rythme de travail, que ça soit par une réallocation des tâches. Enfin, il y a vraiment beaucoup de manières d'adresser le sujet. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des besoins individuels, d'où le rôle du référent handicap, d'où le rôle du manager aussi, pour être à l'écoute de ces besoins-là et qu'on puisse apporter la réponse appropriée. Ouais, complètement. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent, on a 3 familles de solutions pour accompagner une personne en situation de handicap. Ces solutions, elles sont d'ordre technique, matériel, tantôt organisationnel, et puis tantôt ça peut être ce qu'on appelle des aides humaines. Et par exemple, Lilia, tu nous as parlé d'aides humaines qui sont pas toujours faciles à accepter quand on est jeune, mais effectivement, quand on en voit l'intérêt, eh bien, ça soulage largement. Et puis, une personne, selon sa situation de handicap, peut avoir besoin de ces 3 dimensions, comme elle peut avoir besoin que d'une. Et puis, ça évolue parce que la personne évolue, mais aussi les métiers évoluent. Et c'est vrai qu'en 12 ans, je pense que vous avez eu largement le recul de personnes qui évoluent chez SPI et dont les besoins ou les métiers évoluent également.
Oui, moi, je peux peut-être prendre le micro, entre guillemets, sur le sujet. Mais, en effet, je pense que les situations de handicap peuvent être amenées à évoluer dans l'entreprise, situations individuelles de gens, et puis, bien évidemment, le contexte du travail évolue aussi, la façon dont on exerce son travail évolue énormément. Et je pense que l'entreprise doit rester très agile, en fait, par rapport à ça. Et culturellement, il faut aussi qu'on arrive à... Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue il y a 1 an sur le même plateau avec Esteban, qui est un pongiste qui avait participé au JO, et qui était dans une situation de handicap, et qui nous disait, ça m'avait marqué à l'époque, il nous disait, j'en ai marre que les médecins m'expliquent tout ce que je peux pas faire, et j'aimerais bien qu'on regarde ce que je peux faire. Voilà. Et ça, c'est peut-être... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est français comme approche, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on va commencer par faire... Quand on voit une personne qui est en situation de handicap, au même titre que quand on voit une personne qui est dans une difficulté, quelle qu'elle soit, on va commencer par lister tout ce qu'elle n'arrive pas à faire. Alors qu'il faut peut-être essayer de positiver un peu plus la chose. Et quand on est dans une entreprise de la taille de SPI, avec la pluralité des métiers qu'on a, la richesse des activités qu'on peut avoir... Bon, voilà, je pense qu'en commençant par se poser la question sur, par rapport au handicap, qu'est-ce que la personne peut faire ? Et en fonction de l'évolution des métiers, parce qu'il y a des choses nouvelles qu'elle peut faire ou des choses qu'elle peut peut-être moins faire parce que le handicap a évolué, c'est déjà une approche qui est quand même pas la même que simplement lister tous les problèmes que ça peut générer dans le quotidien. Ouais. Et je trouve que déjà en termes de comportement vis-à-vis de la personne en situation de handicap, on positive beaucoup plus le lien, la relation au travail que commencer par dire on va faire la liste de tout ce que tu peux pas faire, quoi. Et ça, je trouve que déjà, si on arrive à impulser cette dynamique-là de façon généralisé entre guillemets au niveau de l'entreprise, on aura gagné beaucoup de choses. Ouais. Parce que ça sera... On va lever énormément de freins. Ouais. Énormément de freins. De vue, oui. puis, je ne sais pas ce qu'en pense Lilia là-dessus, mais pour moi, je pense que c'est vraiment une façon de changer profondément les comportements au sein de l'entreprise. Oui, je suis entièrement d'accord, et pour le coup, j'ai limite rien à ajouter parce que c'est exactement ça. Si on commence par le positif plutôt que... Exactement. De lister ce qui est impossible de faire, ça fera, je pense, une grande différence. Mais la dernière, vraiment, Esteban, quand il nous avait fait la remarque, c'était vraiment très spontané, c'était assez poignant comme témoignage de sa part. Ouais, exactement. Alors, on m'indique qu'il nous reste 3 questions et 5 minutes. Et j'ai une question sur laquelle j'aimerais vous entendre tous les 3. Avec le recul que vous avez chacun sur la question du handicap, est-ce que vous constatez, justement, une évolution dans le regard qui est porté sur le sujet de l'emploi et du handicap ? Alors, je ne sais pas si je peux commencer bien sûr. À répondre. Moi, je dirais qu'il y a quand même une évolution, même si on a l'impression que ça évolue pas assez vite. Je pense que ça évolue quand même, parce qu'aujourd'hui, justement, on a beaucoup moins de mal à en parler, et surtout, on en parle mieux. Parce que pendant des années, je pense que le storytelling du handicap, c'était beaucoup dramatisé, et puis dire voilà, la pauvre, le pauvre, etc. Et j'ai le sentiment que c'est moins le cas. On met en avant des profils qui s'en sortent malgré tout. Et dans la société française, en tout cas, dans le paysage de la société française, on a quand même beaucoup d'exemples de personnes en situation de handicap qui ont connu ou qui connaissent ou plein de choses différentes et qui, pour le coup, essayent de s'en sortir. Et donc, il y a une évolution et une espèce de message d'espoir. Donc, je trouve que ça évolue quand même assez bien. Sandra, tu donnes ton avis ? En fait, je pense qu'effectivement, ça évolue dans le bon sens. Alors, on parlait d'Esteban à l'instant, mais l'engouement qu'il y a eu pour les Jeux paralympiques l'année dernière, c'est aussi révélateur de quelque chose, parce que ça a toujours été un peu les parents pauvres des JO jusqu'à présent. Et il y a eu un engouement l'année dernière qui a presque étonné, mais en fait, qui, je pense, est aussi le révélateur de ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a des personnalités médiatiques qui osent parler du handicap, sous forme d'humour, comme le fait Lilia, les sportifs qui vont, eux, montrer qu'on peut se dépasser et que on a peut-être un handicap, mais que ça donne d'autres forces et que ça permet de se dépasser. Et puis, vous avez aussi des personnes de médias qui vont témoigner sur des problèmes de santé mentale aussi, dans le registre, je pense à Nicolas Demorand, par exemple, sur la bipolarité. Donc, il y a aussi des sujets de santé mentale. Donc, on voit à parler plus ouvertement de ces sujets-là. Et ça nous aide aussi dans l'entreprise, parce que il y a de la porosité, forcément, et heureusement, entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans l'entreprise. Et plus on arrivera à parler ouvertement de ce sujet-là dans la société, plus ce sera aussi facile, entre guillemets, pour nous, de pouvoir faire écho à ça et de le diffuser au sein de nos organisations. Ouais. Donc oui, je pense que ça évolue.
Là où je pense qu'on a encore des sujets à creuser, c'est sur le handicap invisible. Ouais. Parce que c'est plus difficile, je pense, à la fois d'en parler, les réactions aussi de l'entourage, professionnel ou personnel, ne sont pas les mêmes que quand vous avez un handicap visible. Donc il peut y avoir des maladresses aussi, des façons d'aborder le sujet qui ne sont pas appropriées. Et puis les témoignages, plus on arrivera à illustrer qu'on fait des choses, que ça fonctionne. Et tout ça, il y a un écosystème qui, de mon point de vue, va dans le bon sens. Ouais. Non, juste, je ne vais pas paraphraser tout ce qu'a dit Sandra, mais je te rejoins sur le fait que des événements comme les Jeux paralympiques, ça apporte beaucoup finalement au sujet, parce qu'on en parle pendant une période longue, et on voit le succès que ça a eu d'ailleurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une meilleure compréhension de ce qu'il y a derrière le mot handicap. C'est-à-dire que le handicap a souvent été caricaturé à la situation d'une personne qui est dans un fauteuil ou qui est tétra ou paraplégique, et on voit que le handicap, c'est extrêmement large. C'est un mot qui cache derrière des tas de spécificités, de cas particuliers, etc. Et je pense que c'est mieux compris aujourd'hui par les gens. Là où on a encore une fois beaucoup à progresser, moi je pense qu'on a énormément évolué sur le caractère non discriminant des comportements, et ça c'est important. Il y a probablement encore du chemin à faire, mais on a beaucoup progressé. Maintenant, il faut que les gens osent plus facilement encore d'en parler, parce qu'il y a toujours cette angoisse et cette crainte. Et ça, faut pas se mentir. Quand vous parlez en one-to-one avec une personne qui est dans une situation en disant je le dis pas, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire en disant tant que je peux ne pas le dire, c'est quand même mieux pour moi. On ne sait jamais. Voilà. Et ça, on le voit encore au quotidien. Donc, c'est un combat sur le long terme. Merci pour cette transition, Arnaud, parce que c'était ma question finale pour Lilia. On te demande ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à déclarer sa situation de handicap. Je pense que je lui dirais de peser le pour et le contre, parce que ça dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve. Dans une entreprise comme un SPI, où on sent qu'on est un peu ouvert on est très ouvert sur le sujet, je pense que ça peut être dans son intérêt de le dire, parce que effectivement ça lui portera pas préjudice. Mais après, si elle sent qu'elle est dans un environnement qui fait que c'est un peu toxique, c'est pas la bonne entreprise parce qu'on sait que ça existe, oui, effectivement, si tu sais que ça peut se retourner contre toi, n'en parle pas, ou alors prépare le terrain d'après, parce que du coup, pour le coup, on sait comment ça se termine, et ouais, donc je pense qu'effectivement, déjà, il y a le fait de se dire que c'est pas si simple de le dire, et aussi, parfois, c'est pas forcément une bonne idée, parce que selon l'écosystème dans lequel on se trouve, ça peut nous porter préjudice plutôt que de nous servir. Du coup, justement, un petit peu en miroir, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les managers à mieux aborder ce sujet au quotidien ? Déjà, le témoignage de Lilia sur le sujet, pour moi, il est très parlant, parce que finalement, c'est vraiment le reflet d'une situation sociétale sur laquelle on a encore collectivement à vraiment progresser. Donc, c'est pas que le sujet de SPI ou que le sujet individuel de telle ou telle personne en situation de handicap. C'est un sujet aussi de société au sens large. Après, managérialement parlant, bien évidemment, les managers de tout niveau dans l'entreprise et de toute fonction ont une vraie responsabilité sur le sujet, un vrai rôle à jouer. Et l'entreprise se doit aussi de mieux accompagner, mieux former aussi les managers au sujet. Parce que on a aussi souvent des situations où ces personnes-là n'ont pas toujours les bons réflexes ou ne savent pas toujours par quel bout prendre le sujet. Voilà. Donc on a mis encore une fois des réseaux un peu de référents, d'ambassadeurs, etc., qui sont là pour faciliter, pour aider. On a bien sûr la communauté RH qui est en réel soutien sur le sujet, mais je pense qu'on a probablement à accentuer encore chez SPI les formations, les sensibilisations, les outils, la boîte à outils entre guillemets à donner à nos managers pour être en capacité de bien traiter ce sujet avec une vraie notion de proactivité, de dédramatisation, j'ai envie de dire, du sujet, surtout pas basculer dans ce qu'évoquait Lilia tout à l'heure, le côté un peu pitié, etc., qui est contre-productif finalement face à des situations de handicap, je pense, la plupart du temps. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on a encore des choses à faire. Pour moi, on n'est pas du tout au bout du chemin, On a encore beaucoup de choses à faire. On va s'inspirer des parents de Lilia. Il faut savoir aider quand c'est nécessaire, et quand c'est pas nécessaire, on n'en rajoute pas. Voilà. Je leur dirai, ils seront très contents. Et voilà, tu peux leur dire qu'on leur a rendu hommage. Les pauvres parents, Écoutez, notre webinaire touche à sa fin. Je vais commencer par remercier tous ceux et celles qui, à distance, ont participé et suivi. Merci beaucoup pour la pertinence de vos questions et votre attention. Et puis merci donc à tous les deux sur le plateau. Merci pour cette initiative. Et à toi, Lilia, un grand merci et un bon bébé donc pour Noël.
On vous souhaite un très très beau bébé. Beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci encore, Lydia. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.